Nous sommes donc réunis autour de la table avec nos rondes serviettes, autour de la table comme tous les mois dans cette émission. Et vous le savez, nous alternons les questions de société et les questions d'église. Et cette semaine, nous nous retrouvons autour d'une question de société. Et j'ai donc autour de cette table, bien sûr, Monseigneur, puisque c'est une émission aussi pour entendre sa parole. J'ai avec moi Marie-Françoise Grangébier, qui est magistrat honoraire et qui est membre de la cellule d'écoute. Anne Perrault, qui est pédopsychiatre et qui est membre de la cellule d'écoute. Et Martin Guimard, qui était avec nous la dernière fois, le mois dernier, et qui est là comme participant régulier, père de famille et responsable scout. Nous allons donc ensemble passer cette heure. Depuis plusieurs années, nous avions connaissance de faits de pédocriminalité et de la difficulté des institutions pour réagir et pour la justice de poursuivre. On parlait avec euphémisme d'abus sexuels et d'abus de conscience. Après la douloureuse affaire Prénat, devenue affaire Barbarin, l'Église, c'est-à-dire la conférence des évêques et la conférence des religieux et religieuses, a souhaité mettre en place une commission indépendante qu'on a appelée la SIAS, commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église. Celle-ci vient de rendre public son rapport et nous avons tous été bousculés, indignés, honteux. Auditionné par la commission des lois de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Sauvé, donc le président de cette commission, affirme que chaque jour, aujourd'hui, chaque jour, 450 nouveaux mineurs sont agressés dans notre société, ce qui est un désastre social et sanitaire, il faut en convenir. Monseigneur, vous êtes responsable de ce diocèse, donc la SIAS nous dit qu'il y a plus de 3000 prêtres concernés, plus de 200 000 cas durant ces dernières 70 années, donc c'est un temps long, mais c'est tout de même quelque chose d'énorme. Comment réagissez-vous comme évêque au nom de votre histoire personnelle ? Bien écoutez, vous l'avez dit Jean-Marie, c'est vrai qu'il y a bien évidemment, presque une absence de mots face au rapport Sauvé tel qu'il a été présenté à la presse. On a parlé de honte, d'indignation, on a parlé de sidération, et tous ces mots-là sont exacts, et même les mots manquent. Moi, ce que je souhaitais dire, c'est vrai, je voudrais parler de mon propre cheminement, de ma propre expérience. D'abord, j'ai vécu une enfance où je suis passé par les milieux paroissiaux, j'étais chez les scouts, j'étais dans des clubs sportifs, j'ai une famille assez large. Je dois dire que d'abord, comme enfant, je n'ai jamais eu, et je peux dire heureusement, à connaître de ces réalités, même je n'ai jamais entendu autour de moi aucun jeune parler de ces questions-là. Alors ai-je été particulièrement épargné, je ne le sais pas. En tout cas, je n'ai jamais entendu parler de ces réalités. J'ai découvert ces réalités des abus lorsque j'étais étudiant en droit et que j'allais en particulier au tribunal de grande instance de la ville où j'habitais. J'étais en faculté à Strasbourg et j'allais souvent le vendredi où passaient, à partir d'une certaine heure, j'ai envie de dire les tontons, les cousins, les beaux-pères, etc. Et j'ai découvert alors, à la queue leu, comme ça, ces personnes. Ils étaient nombreux, je voyais chaque semaine qu'il y en avait beaucoup. Et je me suis dit, mais c'est quand même terrible, c'est une chose que je n'avais jamais imaginée. Mes parents m'avaient bien dit, quand j'étais jeune enfant, attention, ne suis pas une personne que tu connais pas, il peut y avoir des gens méchants. Mais je découvrais tout d'un coup la gravité de ce phénomène et l'ampleur de ce phénomène. Et puis je suis devenu prêtre, et puis étant prêtre, rapidement j'ai confessé des gens et j'ai rapidement aussi accompagné des personnes. Et là j'ai découvert l'autre côté du décor, c'est-à-dire que j'ai eu, et jamais d'ailleurs des personnes abusées en milieu ecclésial, mais toujours des gens abusés en milieu familial ou de relations, j'ai alors découvert la réalité des abus du côté des victimes, c'est-à-dire que j'ai eu à accompagner des personnes qui avaient leur vie broyée, détruite, etc. Et puis rapidement j'ai été dans la formation des prêtres, et j'aime le dire, dès 2001, les supérieurs de séminaire, nous avons eu des formations, 2001, c'était il y a 20 ans déjà, des formations autour des séminaires, des profils et de la manière de repérer éventuellement. Alors on sait très bien au niveau de la psychologie, de la psychiatrie, que c'est très difficile d'avoir des critères qui permettent de dire telle ou telle personne a potentiellement la possibilité d'être pédophile, de passer un jour à l'acte. Mais en tout cas, on nous formait déjà à l'époque. Et à partir de ce moment-là, je me suis intéressé à cette question, amassant de la documentation, lisant des ouvrages. Et donc j'ai envie de dire malheureusement que quand j'ai vu arriver les chiffres de la SIAZ, comme j'avais déjà pas mal d'enquêtes, quand même te rappeler que la SIAZ c'est la première enquête sérieuse, documentée, faite en France. L'État français lui-même n'avait rien fait jusqu'à présent. Il y a la Civis maintenant qui a été lancée d'ailleurs sur le modèle de la SIAZ. Donc on n'avait pas beaucoup d'informations. On avait que des statistiques. 2017, le journal Le Point sort une enquête
assez sérieuse qui avait été faite et qui annonçait 6,5 millions de victimes. Vous voyez, la SIAZ dit 5,5 parce que c'est difficile. Et ça rejoint d'ailleurs alors un des éléments du dossier qui est complexe, c'est-à-dire, c'est vrai, c'est absolument dramatique, sur 70 ans, 3000 prédateurs dans l'Église. Et puis, après, il y a les victimes, avec évidemment des situations terribles, on va y revenir, mais il faut bien distinguer quand même aussi que les victimes à l'heure actuelle, c'est 6500 personnes identifiées, et puis ensuite, il y a des projections qui sont faites. 200 000, 216 000, c'est une projection à partir d'une enquête IFOP qui a sa fiabilité. 330 000 si on compte les abuseurs laïcs dans l'Église. Et donc, bien évidemment, moi, comme évêque, c'est effrayant, parce que, comme le disait le pape François de manière très juste, l'Église, elle est faite pour donner la vie, et là, il y a eu une œuvre de mort. Alors, comment faire maintenant pour accompagner les victimes? Comment faire pour que cela n'arrive plus? Eh bien, le travail est vendu. Marie-Françoise, quelle est la réponse judiciaire à cette situation énorme dont on vient de dire qu'elle touche pas seulement l'Église et qu'elle porte sur des décennies? Alors c'est en effet un drame de la société. Deux chiffres m'ont interpellé. 10% de la population en France se déclare victime de violences sexuelles dans l'Église. 10% de la population actuelle en France. 10%. Et puis chaque année en France, 160 000 mineurs subissent des violences sexuelles. Alors, avant tout, ce sont des crimes et des délits qui sont punis par la loi et qui nécessitent des sanctions à hauteur de la gravité des faits commis. Alors, la justice, elle a un rôle primordial dans la lutte contre ce fléau, parce qu'on peut véritablement parler de fléau de société. Rôle primordial pour les victimes, qui réclament que justice soit faite, et ça, toutes les victimes qu'on a pu rencontrer, que j'ai pu rencontrer dans mes fonctions, considèrent que c'est très important que leur statut de victime soit reconnu, et reconnu par la société. C'est important aussi que la justice intervienne pour les auteurs. Les auteurs doivent se retrouver face à leurs actes, un peu comme un miroir, face à ce qu'ils ont commis, face aux victimes, mais aussi face à la société tout entière et face à ces lois. Ils ont des comptes à rendre. Et il faut des sanctions qui leur fassent comprendre la gravité des faits, voire l'horreur, dans certains cas, des faits commis. Ça, c'est le côté de la répression. Et puis des sanctions qui préviennent le renouvellement des faits, car bien évidemment ce qu'il faut éviter, c'est la récidive, c'est que les personnes qui ont commis des faits les renouvellent. Donc les sanctions, eh bien il y a toute une palette de sanctions qui va de la prison, avec sursis mis à l'épreuve, des obligations de soins, des suivis, des interdictions d'entrer en contact avec les mineurs, inscription au fichier des délinquants sexuels. Tout cela, il y a un côté préventif, donc à la fois le côté répressif et le côté préventif qui est important. Et les sanctions sont prononcées en fonction de la gravité des faits et de la personnalité des auteurs. Et ça, c'est important de le rappeler. Quelques mots sur la procédure en justice. Elle commence par le recueil de la parole de la victime. Pour les enfants, il y a des procédures spéciales, des unités médico-judiciaires où la parole de l'enfant est recueillie, elle est filmée et elle est recueillie en présence d'un psychologue. Pour les majeurs, ce sont des enquêteurs spécialisés dans les commissariats et les gendarmeries. Sur la parole des victimes, ce que je tiens à dire, c'est que les victimes doivent donner des faits précis, des dates, des lieux, des circonstances, donner l'environnement, les confidences, s'il y a eu des témoins, etc. Et tout cela est donc indiqué aux enquêteurs. Donc c'est une phase qui est très douloureuse pour les victimes, il ne faut pas le nier, mais je pense que les victimes ont besoin d'exprimer, même si c'est très longtemps après, ce qu'elles ont vécu. Ensuite, il y a l'enquête, qui est la recherche de la vérité. Là aussi, c'est douloureux pour les victimes, cette enquête, parce que on va recueillir des témoignages, procéder à des vérifications sur leurs déclarations, parce qu'il faut s'assurer que ce qu'elles ont dit correspond à des réalités de dates, de lieux, etc., d'environnement. Et puis l'audition de l'auteur présumé, souvent sous le régime de la garde à vue. J'insiste aussi sur un point, c'est la présomption d'innocence qui doit primer. Et ensuite, à l'issue de cette enquête, c'est le procureur qui décide. Il doit caractériser les faits. Est-ce que les faits qui ont été décrits par la victime sont constitutifs d'une infraction, agression sexuelle, viol? Et il doit vérifier s'il y a des éléments qui établissent la culpabilité de la personne qui est soupçonnée. S'il n'y a pas d'éléments, s'il n'y a pas d'infraction, c'est un classement sans suite, vécu aussi douloureusement par les victimes. Ça, je pense qu'il faut le dire, mais le procureur est là pour appliquer la loi.
Ensuite, le procureur peut décider, si les faits sont simples, d'un renvoi devant le tribunal correctionnel, des faits simples, reconnus, établis, cela arrive parfois. Sinon, c'est la saisine du juge d'instruction pour des faits complexes et pour des crimes. Pour les crimes, c'est obligatoire. Et le juge d'instruction procède lui aussi à une enquête avec des confrontations, des auditions et aussi des expertises psychologiques de la victime, de l'auteur, expertise psychiatrique de l'auteur, afin que la décision globale soit prise en fonction des éléments de fait, mais aussi des éléments de personnalité de la victime et des éléments de personnalité de l'auteur. Le juge d'instruction décide soit d'un non-lieu, là aussi difficilement compréhensible pour les victimes, ou d'un renvoi devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. Et là encore, audience difficile et douloureuse pour les victimes, parce que j'ai vu de nombreuses victimes présentes aux audiences, et c'est toujours dramatique de voir ces victimes confrontées et finalement se trouvant face à leurs agresseurs. Et décision du tribunal correctionnel ou de la cour d'assises, là aussi, condamnation, mais aussi parfois relax ou acquittement. Donc c'est vrai que le parcours de la justice pour les victimes, il faut le dire, il est nécessaire parce qu'il faut que la justice soit saisie de ces faits-là, mais il est douloureux, il est difficile et il est incertain. On ne sait jamais, en fonction de... Chaque affaire est différente et on ne sait jamais quel peut être le résultat. Et ensuite, il y a une partie dommage après la culpabilité, déclaration de culpabilité et la sanction, partie dommage-intérêt, mais qui est généralement, je considérais que c'était secondaire en fait, pour les victimes qui ne demandaient pas d'argent ou 1 euro de dommage-intérêt. Une justice lente, mais de fait, heureusement qu'elle est lente et longue. Je voudrais revenir donc sur la cellule d'écoute d'un certain nombre de diocèses, et Monseigneur Aubertin qui vous a précédé donc avait mis en place cette cellule d'écoute. Vous êtes arrivé dans le diocèse avec cette cellule d'écoute. J'allais dire, qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous et quels échos en avez-vous, Monseigneur? Alors, pour ma part, j'ai été évêque de Saint-Claude avant de venir à Tours, et donc dans le cadre, je dirais, de ce qui a précédé la commission Sauvé, il y a déjà eu un travail de la conférence des évêques de France. Ça fait près de 20 ans, je l'ai souligné, qu'un travail se fait, qu'il y a une sorte de montée en puissance. D'ailleurs, M. Sauvé l'a dit lui-même, il a dit c'est dommage, il y a 20 ans, il y avait eu un très bon démarrage, et puis les diocèses, voilà, alors tous n'avaient pas les mêmes moyens humains peut-être pour mettre en œuvre les choses, peut-être y a-t-il manqué aussi de volonté, c'est possible. En tout cas, je sais que moi dans le Jura, j'avais créé une cellule d'écoute, et bien évidemment, j'étais tout à fait satisfait de voir qu'en arrivant à Tours, je bénéficiais, grâce à mon prédécesseur, d'une cellule avec des personnes de compétences, puisqu'on y trouve des personnes expertes dans le domaine de la psychiatrie, de la psychologie, des juristes, et cela permet alors, pour moi, comme évêque, d'avoir, je dirais, un regard croisé, un conseil, une aide qui est très importante. Cette cellule, c'est vrai que nous l'avons fait beaucoup travailler, malgré la pandémie, nous nous sommes réunis régulièrement par visioconférence. À la fois, elle avait jusqu'à aujourd'hui, parce que ces cellules sont appelées certainement à évoluer, et la rencontre de Lourdes nous amènera certainement à écouter ce que nous dit la commission Sauvé sur l'évolution de ces cellules. Pour l'instant, elle était surtout là pour conseiller l'évêque et aussi pour accueillir des victimes, bien évidemment, qui s'adressaient à nous. Ça permettait une première écoute, un premier filtrage qui ensuite me permettait, eh bien, s'il le fallait, ensuite d'aller effectivement vers la justice, vers le procureur de la République pour un signalement, sachant que notre diocèse désormais a un protocole qui a été signé avec le parquet de Tours, et donc il y a, je crois, une vraie transparence qui nous permet de travailler dans de bonnes conditions. La cellule, quant à elle, comme dit, aura certainement à connaître à l'avenir des évolutions, mais cela, c'est vraiment à Lourdes que ça va se réfléchir, se penser. Anne, vous êtes membre de cette cellule. Quel est votre regard? Que pensez-vous de la tâche accomplie? Alors la tâche accomplie, elle est encore faible parce que nous n'avons pas eu beaucoup de demandes, même si on a travaillé, comme l'a bien dit Monseigneur, autour d'une dimension de conseil, d'orientation possible et de réflexion par rapport à ces problématiques. Ces problématiques, elles sont anciennes. J'ai l'impression que l'Église, quelque part, marque un pas d'avance sur la société civile, parce que la société civile a elle aussi eu beaucoup de difficultés à reconnaître des drames qui existaient en famille, dans des milieux professionnels, dans d'autres milieux. Et l'Église qui a fait sa commande de l'enquête de la SIAZ a quelque part précédé un petit peu la société civile. Et la société civile bouge beaucoup, notamment avec des mouvements récents
qui ont été très médiatisés avec le livre Camille Kouchner, de Vanessa Springora, Le consentement. Tous ces éléments nous ont fait bouger, font bouger les lignes de la société civile, et l'Église suit, accompagne également. Alors au niveau de la cellule, on a reçu des demandes, moins que ce qu'on pourrait imaginer au regard des chiffres énormes qui sont énoncés par la SIAZ. Il y a certainement pas mal de raisons à cela. D'abord un problème de communication, est-ce qu'on communique suffisamment bien sur ce qui est possible, l'adresse, le téléphone, on est en pleine réflexion et refonte de ces problématiques, de ces données-là, pour que l'accessibilité soit meilleure. Mais il y a d'autres raisons. Livrer ce qui touche à l'intime, c'est très difficile pour une victime. Marie-Françoise l'a dit, aller porter ça devant la justice, c'est aussi parler de soi, lever la confidentialité sur ce qu'on a subi, ce qu'on a vécu, et dans des milieux où on était parti en confiance, on avait été confié à ces personnes parce qu'elles représentaient l'autorité, etc. Et pouvoir dénoncer un auteur présumé de fait, c'est quand même très difficile, et ça doit se faire néanmoins. Et puis les faits sont souvent très anciens, parce qu'ils ont été subis dans l'enfance, à un âge où l'enfant est impuissant pour s'opposer, et l'adulte auquel il a été amené en confiance, il pense qu'il le protège. Et il l'aide à se construire, il l'aide à se développer sur le plan psycho-affectif, et il reçoit un double message qu'il ne comprend pas, qui peut le sidérer, qui peut le maintenir dans une situation de peur, d'inquiétude, de terreur très, très justifiée, puisqu'effectivement, il subit dans son corps des actes qui n'ont rien à voir avec le message qui est transmis par une personne qui a une certaine autorité sur lui, une certaine emprise sur lui. Toutes ces questions vont être à interroger suite au rapport de la SIAZ. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas vers 18-20 ans, au moment où on devient adulte, au moment où on fait sa crise d'adolescent, qu'on dénonce ces faits, et qu'on les dénonce vers 50 ans, 60 ans? Qu'est-ce qui fait qu'on attend aussi longtemps pour advenir à la parole? Parce que je pense que ce sont des choses qu'on a beaucoup enfouies et qu'on a essayé de mettre de côté, qu'on n'a pas voulu penser P-E-N, mais aussi penser P-A-N, et on l'a mis de côté, et puis on s'est dit on va continuer de vivre, on met un peu le pilote automatique, et à ce moment-là, c'est vrai que quand on entend des victimes beaucoup plus âgées, quand elles ont entendu d'autres personnes victimes parler, cela fait écho en elles, cela fait revenir à leur conscience des faits qu'elles ont subis, et là, elles vont être capables peut-être d'accepter de venir en parler. Mais M. Sauvé a bien dit combien c'était encore difficile pour les victimes elles-mêmes, après avoir pris contact avec un numéro, avec une adresse, venir faire la démarche, venir rencontrer quelqu'un dans un bureau, dans un lieu qui n'est pas familier, pour parler de soi, pour parler de ce qu'on a subi avec beaucoup de honte, beaucoup de peur, beaucoup de culpabilité. C'est très difficile. On va écouter une chanson pour souffler un peu. Chers auditeurs, nous sommes donc dans le cadre de notre émission mensuelle Ronde Serviette, et ce mois-ci, nous regardons la douloureuse question de la pédocriminalité. Martin, comment, devant ces chiffres, comment réagit le père de famille que tu es, comment réagit le responsable d'unité scout? En tant que père de famille, j'ai 4 enfants entre 19 et 10 ans, voilà, 3 filles et un garçon. Donc en tant que père de famille, oui, on ne peut être que choqué. Abuser des enfants alors que nous sommes appelés à éduquer, avec un grand E, je dirais, à éveiller à la fois, c'est vrai que c'est scandaleux. On attend du prêtre ou d'un prêtre de la bienveillance, qu'il soit en vérité, qu'il témoigne de l'amour du Christ, dans le respect de l'autre, et à commencer par le plus petit, le plus faible, ce qu'est l'enfant. Donc oui, en effet, en tant que parent, on ne peut être que choqué. En tant que chef scout, après 3 années de chef de groupe, à l'inverse, je suis plutôt confiant et pas vraiment inquiet, ou plus inquiet, ou pas inquiet. Chez les scouts unitaires de France, depuis plusieurs années,
a été introduit dans la formation des chefs de groupe d'abord, qui animent la communauté des aînés, donc des chefs et cheftaines et des guides aînés et routiers, mais aussi de l'ensemble des chefs d'unité. Un temps spécifique autour de l'EERS, donc l'éducation à l'affectivité et aux relations sexuelles, et avec différentes situations pratiques qui sont prises comme exemple. Donc c'est très important que nos chefs et cheftaines de mouvement soient aussi formés sur ce point. Deuxième point que je voulais mettre en tant que chef de groupe, c'est que nos aumôniers ne sont pas choisis par les mouvements, ils sont choisis par le diocèse. Voilà, et ça c'est très important, parce que ça permet que ça soit le diocèse qui choisisse l'aumônier qui est le plus opportun pour nous accompagner. Et cet aumônier, on a mis des règles en place, il ne peut pas visiter les jeunes seuls, il est toujours accompagné d'une cheftaine ou d'un chef. Cela, évidemment, peut éviter les risques, mais ça permet aussi de protéger l'aumônier. Voilà, en fait, par principe, chez les groupes scouts, mais dans tous les mouvements de jeunes, on ouvre le parapluie et dès qu'il y a une alerte, évidemment, on écoute l'enfant. Et je crois qu'aujourd'hui, on prend la parole au sérieux. Tout le monde convient, merci. Tout le monde convient aujourd'hui qu'il faut écouter les victimes. Tout à l'heure, on avait avec Anne que c'est pas si simple que cela pour les victimes de venir à la parole. Il se trouve que longtemps, souvent, les institutions ont protégé les abuseurs, pas seulement l'Église, mais toutes les institutions, c'est-à-dire que, j'allais dire comme la poussière, on mettait sous le tapis, on changeait de lieu, on faisait une petite admonestation en disant faut pas recommencer, c'est même pas bien. D'ailleurs, on diminuait l'intensité des faits en parlant d'abus, alors qu'aujourd'hui on parle dans certains cas de crime. C'est intéressant donc de se rendre compte de cette tendance de défendre l'institution au détriment des victimes, de faire que l'individu passe après l'institution. Anne, comment dire aujourd'hui, ou comment aller plus loin dans l'importance, alors on a déjà abordé cette question, mais l'importance psychologique d'écouter la victime, de faire remonter, même si c'est difficile, cette mémoire blessée? Je pense que cette mémoire blessée, elle a marqué le corps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les pensées, la réflexion s'est enfouie, et le langage va être quand même la voix pour pouvoir, la voix VOI, VOX, pour pouvoir mettre des mots, pour redire une histoire qui a été difficile, une vie qui a été abîmée, un vol de la candeur de l'enfance. Et à ce moment-là, la victime, quand elle se sent écoutée par quelqu'un qui ne la juge pas, qui se met en disposition à l'écoute par un professionnel de l'écoute, elle va pouvoir nommer les choses, libérer ses émotions négatives qui ont été longtemps enfouies, comme je l'ai dit, et puis ça va être un chemin pour accéder à la vérité. Marie-Françoise a bien dit que parfois la vérité sera difficile à prononcer, on ne saura pas très bien, mais quand même si on n'a pas pu dire des actes parce qu'ils sont trop difficiles à nommer, on aura peut-être pu nommer l'environnement dans lequel ça s'est passé, qui donnera du crédit à ces événements. On était tel camp, dans telle tente, je me souviens de la couleur de la tente, etc. Et puis peut-être que ça va aider la victime à mettre les choses, comme je le disais, en mots et à devenir un témoin en quelque sorte. Le rapport Sauvé comporte tout un grand chapitre qui s'appelle « De victime à témoin ». Je vous invite vraiment à vous pencher sur ce volume, non pas par voyeurisme ou par curiosité, mais parce que, effectivement, les victimes ont souvent beaucoup de pudeur pour dire les choses. Et elles vont quand même nommer ce qui leur arrive, et elles deviennent à ce moment-là des témoins, et de témoins, elles vont devenir acteurs, et elles vont être acteurs, probablement, de choses nouvelles qui vont bouger. Les lignes vont bouger dans l'Église. On l'espère, en tout cas. On l'espère. Lorsqu'un père abuse, il y a une dimension sacrée qui est mise en cause. Lorsqu'un prêtre abuse, il y a une dimension sacrée aussi qui est mise en cause. Je voudrais me tourner vers vous, Monseigneur. Cette dimension sacrée qu'on a parfois suraccentuée chez les prêtres, est-ce que justement cette suraccentuation, le pape d'ailleurs disait qu'une des origines c'était le cléricalisme, cette manière de mettre sur un piédestal le prêtre, est-ce que cette suraccentuation du caractère sacré du prêtre n'est pas une des causes, bien sûr pas la cause, mais une des causes?
C'est certainement une des causes, peut-être, je dirais, d'abord de la difficulté qu'ont eu certains dans l'Église à estimer que les agressions pouvaient avoir un caractère grave, à donner du crédit à la parole des victimes. La personne, effectivement, si elle est dans une situation sociologiquement au-dessus des autres et presque intouchable, comme ça a parfois été le cas, comme ça peut l'être encore aujourd'hui d'ailleurs, par son caractère sacré, eh bien c'est quelqu'un qui devient inatteignable et dont la parole ne peut pas être mise en question, dont la réputation ne peut pas être mise en question. Alors, avec aussi toutes les prudences qu'il faut, on sait bien aujourd'hui qu'il peut y avoir aussi des personnes qui, par esprit de vengeance, peuvent, etc. Mais de manière beaucoup plus globale, c'est vrai que ce positionnement, je dirais, dans la société de façon générale, dans l'Église elle-même, avec l'aspect effectivement sacré du ministère, mais mal compris, a pu avoir effectivement, d'abord, comme je l'ai dit, le fait d'occulter le fait que ces personnes sacrées pourraient être à l'origine d'eux, la difficulté pour les victimes pour en parler, parce que comment dénoncer quelqu'un qui est considéré par toute la société comme quelqu'un qui est un intouchable, voilà. Et puis peut-être même de la culpabilité. On a vu chez certaines personnes en se disant mais finalement est-ce que c'est pas moi qui ai provoqué? Lui, il est dans sa situation de personne sacrée, c'est pas possible. Il a des grâces particulières. J'ai entendu des choses comme ça qui montrent d'abord une théologie, un catéchisme qui n'est pas en place. Et je crois d'ailleurs en ce sens que on sent bien ici que toute la réflexion qui s'est faite à partir du Concile, qui part non pas d'une vision pyramidale d'abord, et qui met au-dessus de tout une sorte dans un éther général, le ministère presbytéral, mais qui met d'abord au cœur de la vie de l'Église le baptême, et qui articule ensuite, à partir du baptême, qui donne une égalité entre les fidèles, puisque nous avons tous d'abord reçu la vie du Christ, ensuite certains reçoivent un appel particulier, et une grâce particulière, c'est vrai pour servir, devrait nous permettre d'évoluer sur ce point-là. Et on sent bien là que toute une réflexion, toute une culture de la compréhension de l'Église met du temps à pénétrer les consciences et met du temps à s'incarner dans la réalité de la vie ecclésiale. Et sans doute que l'Église aura retravaillé d'ailleurs cette réflexion théologique autour du pouvoir sacré, autour de la spécificité du ministère ordonné. D'ailleurs, on voit même qu'aujourd'hui, certains sont dans le déni parce que ce n'est pas possible en raison du caractère sacré du ministère. Vous êtes toujours sur RCF Touraine et nous sommes toujours dans la même émission, Ronde Serviette, autour des questions de pédocriminalité. Marie-Françoise, pour la justice, il y a des cas prescrits. Et on se souvient de ce qui avait fait scandale dans la parole du cardinal Barbarin disant « Grâce à Dieu, ces faits sont prescrits ». Est-ce qu'on peut s'expliquer un peu sur cette prescription? La prescription, c'est un sujet qui est difficile pour les victimes. Alors, qu'est-ce que la prescription? C'est la période au-delà de laquelle l'auteur d'une infraction ne peut plus être poursuivi et ne peut plus être jugé par un tribunal. C'est en quelque sorte un délai qui protège les auteurs. C'est-à-dire qu'au bout de ce délai, on ne peut plus rien faire pour la justice. Ce délai et ce point de départ du délai varient selon la nature des infractions. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, 1 an pour les contraventions, 6 ans pour les délits, 20 ans pour les crimes. Mais pour les agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans, c'est 20 ans, et pour les viols sur mineurs de 15 ans, c'est 30 ans. C'est-à-dire que le législateur a considéré qu'il fallait, là encore, permettre aux victimes de prendre du temps pour révéler des faits, notamment des faits de l'enfance. Et ça, c'est important. La dernière loi sur la prescription, elle est du 3 août 2018. Donc ça veut dire qu'elle est récente. Et c'est à partir de la majorité de la victime. Alors, on a rajouté aussi une loi récente de principe de prescription glissante, notamment pour les viols sur mineurs. C'est-à-dire que si une personne a commis plusieurs viols, on part du dernier viol, qui peut être postérieur à la personne dénoncée. Donc là aussi, le législateur prend vraiment en compte les difficultés pour les victimes de dire ce qu'elles ont vécu. Alors les victimes, on lit beaucoup de choses, elles demandent la suppression de la prescription, de ce délai de prescription. Oui, parce que 30 ans plus 18, ça fait 48 ans. Et on se rend compte que beaucoup viennent se plaindre vers 50, 60 ans. C'est ça. Donc les faits sont prescrits. Donc en fait, c'est vrai que c'est une demande de la part des victimes de dire mais il faudrait supprimer cette prescription qui est favorable finalement aux auteurs. Alors ce qu'il faut dire, c'est que en droit, seuls les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. Et puis que allonger des délais de prescription, ça a aussi des conséquences.
difficulté d'abord de l'enquête, ce que je disais tout à l'heure, difficulté de rassembler des preuves, de nombreuses années après, comment est-ce qu'on peut retrouver des témoins, des éléments de faits, de lieux, etc. Difficulté aussi de juger des faits très anciens avec le peu d'éléments qu'on a, et cela peut se conclure par des relaxes devant le tribunal correctionnel, ça peut se conclure par des décisions d'acquittement devant les cours d'assises. Plus le délai de prescription s'allonge, plus les difficultés à établir les preuves sont importantes. Donc ça aussi, c'est difficile pour les victimes, et je crois qu'elles ont du mal, et ça ajoute encore à la souffrance. Alors, ce que je veux dire, c'est que récemment, le garde des Sceaux a demandé au procureur de la République d'ordonner des enquêtes, même dans le cas de faits prescrits. Et ça, ces enquêtes-là, elles seront importantes pour les victimes, parce que l'auteur, bon, s'il est encore vivant, pourra être entendu, et puis d'autres personnes pourront être entendues. Et pour la victime, cela permettra en fait, même s'il n'y a pas d'audience et même s'il n'y a pas de sanction au bout, cela permet à la victime de voir qu'elle a un statut et que son statut de victime est reconnu en quelque sorte. Et ça, c'est important. Qu'elle sache aussi que l'auteur a été mis en face de ses faits, parce que quand il n'y avait pas d'enquête, on ne savait pas, l'auteur ne savait pas qu'il avait été dénoncé et il ne pouvait pas s'expliquer. Et c'est aussi important, moi je dis toujours que les auteurs présumés puissent s'expliquer. Oui, ce qui fait que, Anne, pour la victime, justement, il n'y a pas de prescription, c'est-à-dire que le mal est fait, il est fait jusqu'à la mort. Enfin, à moins de trouver des moyens d'une psychothérapie ou autre pour se reconstruire, ça explique donc cette difficulté de compréhension pour les victimes, que ça puisse s'arrêter juridiquement après tant d'années. Alors, je pense que ce que Marie-Françoise vient de dire est très important. Effectivement, même s'il y a prescription, il y a vraiment tout à gagner de poursuivre une enquête, d'essayer de comprendre et de montrer à la victime qu'on est dans une logique de compréhension, de mettre encore une fois des mots, des réflexions sur ce qui a pu se passer, parce qu'effectivement cette victime, elle est un petit peu condamnée à perpétuité dans son estime d'elle-même, parce qu'elle se sent coupable, elle a honte des faits qui ont été commis sur elle. Et parfois, elle pense que c'est à cause d'elle, comme l'a dit Monseigneur tout à l'heure, parce que peut-être on a eu une attitude qui vous a été reprochée, etc. Alors que quand on a donné les possibilités de vraiment bien comprendre, on va bien montrer que la faute n'est pas du côté de la victime. Et à ce moment-là, sa responsabilité n'est plus. Et normalement, sa culpabilité doit vraiment s'améliorer, elle ne doit plus exister autant qu'elle existait avant. Alors évidemment, cette victime est entravée par une ambivalence, parce que, comme on l'a bien dit déjà tout à l'heure, les faits ont été subis d'une personne ayant autorité sur la victime, étant aimée peut-être aussi par la victime. On sait bien qu'un certain nombre de personnes ont été victimes de prêtres qui leur faisaient découvrir aussi les trésors de l'écriture sainte, qui leur accordaient beaucoup d'attention, d'affection, que peut-être cette affection, cette attention, ils ne l'avaient pas dans leur famille, où on était empêché par des événements de vie, par d'autres difficultés. Donc c'est très ambivalent, et cette ambivalence, elle est difficile à élaborer, à travailler, et elle demande à être entendue et travailler avec des tiers. C'est l'importance du soin, de l'écoute et de ce que nous pourrions faire à nos places d'écoutants dans la cellule pour orienter les victimes, quand nous le sentons, vers évidemment du conseil juridique, comme on l'a déjà bien dit, mais aussi vers des soins, parce qu'il faudra prendre soin de cette victime et lui dire que même si les faits sont prescrits, ils sont quand même reconnus comme par des gens catholiques qui vivent avec compassion et avec empathie avec eux les blessures qu'elles ont subies pendant toutes ces années, toute leur enfance, parce que la Commission Sauvé a bien montré aussi l'importance de la répétition des faits dans l'Église. Je ne sais pas bien l'expliquer, mais toutes ces questions-là, elles vont être interrogées davantage. Les faits sont souvent longtemps renouvelés, longtemps subis à nouveau, parce que la victime n'arrive pas à dire, parce que l'auteur n'est pas reconnu comme tel, etc.
Si vous avez eu fort à faire à cette question, lorsque ça se passe dans une famille, lorsque ça se passe avec un prêtre, on voit bien la distance qui peut être mise. Mais lorsque c'est dans une famille, lorsque c'est le père ou le beau-père, j'allais dire c'est la famille qui implose ou qui explose. Alors, je crois qu'on est exactement dans la même situation. Et c'est là où, effectivement, le silence est sans doute l'attitude la plus simple à adopter pour un enfant qui vit dans une famille, qui subit dans cette famille des relations qui l'abîment, qui l'esquintent, qui le cabossent, et ils les reçoivent d'une personne qui a autorité sur lui. Donc il n'arrive pas à dénoncer parce qu'il sait que s'il dénonce, il va peut-être faire imploser la famille, imploser tout un système qui est là aussi pour l'accompagner, pour l'éduquer, pour l'aimer. Et de la même manière, je pense qu'il y a eu beaucoup de situations non dites dans l'Église où la victime se sent aussi dans une sorte de famille de chrétiens. C'est pour ça que je pense que c'est important que les cellules d'écoute chrétiennes puissent se maintenir pour que les sujets abusés par l'Église soient aussi écoutés par des personnes qui pratiquent encore. Mes amis, vous êtes bien sur RCF Touraine. Nous réagissons à la suite du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église, en sachant qu'il y en a dans toute la société, on l'a dit tout à l'heure. Justement, on a parlé de dimension systémique. Monseigneur, à votre avis, pourquoi cette quantité d'actes commis par des hommes en qui on pensait avoir toute confiance ? La question, elle est complexe, parce que nous disions pendant la pause, le terme systémique lui-même pose parfois question. Moi, je rappellerais, je m'avais demandé tout à l'heure, Jean-Marie, de parler de l'aspect sacral du prêtre, mais je rappellerais quand même que dans la projection de l'IFOP, parce qu'on n'est pas dans les chiffres réels, on est dans la projection, on nous dit 1/3 de victimes liées à des laïcs. Donc là, l'aspect sacral ne joue pas, ce sont les baptisés. Ça peut être un sacristain, ça peut être un organiste, ça peut être un catéchiste, une catéchiste. Il y a quelques femmes aussi, hein. Les chiffres sont évidemment beaucoup moins importants, ce qui sera intéressant à réfléchir aussi un jour. Donc le fait est que il semble en tout cas que dans la vie de l'Église, il y ait des circonstances qui fassent qu'il y ait une systématisation de certains comportements qui soient rendus possibles. Et en fait, c'est ça ce que nous sommes appelés à analyser et que, vous l'avez dit tout à l'heure, on retrouve finalement aussi dans le milieu familial le même type d'attitude, de silence, de rapport à une autorité. Donc moi je pense que c'est ce travail qui va être fait non pas tout de suite, parce que la conférence d'évêques va devoir réagir sur un certain nombre de données immédiates, mais je pense que c'est la réflexion que nous aurons aussi à avoir ensuite pour nous dire, justement, ce systémique qu'on va retrouver à mon avis dans le travail de la Civise sur la famille et sur l'inceste. Il y a des façons d'être, des façons de se comporter, des structures sociétales qui finalement permettent ce type de comportement. Il va falloir les travailler, les analyser et aussi nous dire comment faire en sorte justement que dans la prévention, eh bien, on puisse être attentif à ces modes de comportement qui permettent tout à la fois éventuellement ces comportements d'abus, mais aussi qui fassent que la victime ne peut pas parler et s'interdit de parler. Oui, Anne, justement, vous vouliez parler de cette prévention et cet enjeu systémique dans l'accompagnement. Alors, je pense qu'effectivement, il y a un fait, un acte qui se passe entre deux personnes, une personne ayant autorité sur l'autre, un enfant dans la candeur de son jeune âge. Il faut lui apprendre très tôt, mais ça, on commence à le dire beaucoup et depuis longtemps, dire à l'enfant que son corps lui appartient, que c'est une affaire intime, qu'on le garde pour soi, on doit parler devant lui des touchés qui sont permis, de ceux qui sont interdits. On doit être attentif à lui, attentif à ses peurs, attentif à ses actes. Pourquoi est-ce qu'il a un jeu sexualisé répétitif? Pourquoi a-t-il une plainte du corps qui revient souvent? Y a-t-il quelque chose qui peut se cacher derrière? Bien sûr, il ne s'agit pas d'inspecter et d'interroger à la loupe chaque enfant qui rentre d'une rencontre en église, mais il s'agit d'être attentif aux signaux faibles, parce que l'enfant ne va pas arriver en disant « voilà ce qui s'est passé, je t'explique, on était là, il a fait ça ». Il va nous donner des signes indirects et va voir si ça nous touche et si on va pouvoir en parler. Donc ça, c'est tout ce qui est la prévention individuelle, mais aussi collective avec tous les systèmes qui sont autour de cet enfant. Mais je pense qu'il y a aussi dans l'Église, il va y avoir à s'interroger, comme vous l'avez dit, Monseigneur, sur l'institution. L'institution,
ayant longtemps travaillé à l'hôpital, je connais l'institution qu'est l'hôpital, hein, c'est la grosse entreprise, c'est la première entreprise du département. Et bien cet hôpital, depuis une vingtaine d'années, parle de la gestion des risques, réfléchit aux risques. Pourquoi, dans telle situation, on n'a pas vu, on n'a pas fait, pourquoi y a-t-il eu abus de pouvoir entre une personne et une autre ? Eh bien, l'hôpital aujourd'hui s'entoure d'audits externes, mais aussi met en place des audits internes. Et ça, le rapport Sauvé l'a bien montré. C'est-à-dire que, enfin, l'a bien suggéré. Pour l'instant, on ne sait pas ce que la conférence des évêques va en reprendre, mais essayer effectivement de réfléchir à comment on fonctionne. Comment fonctionne cette personne, avec quel type d'autorité, de toute puissance agit-elle avec les fidèles, avec les plus fragiles, les plus pauvres. Et je pense qu'il faut vraiment réfléchir à toutes ces attitudes de relations humaines, peut-être prévoir, comme ça a été dit aussi, des entretiens annuels. Et un entretien annuel, c'est pas forcément une personne avec une autre, c'est une personne avec deux autres personnes qui, elles aussi, vont être en maillage autour de lui pour comprendre qu'est-ce qui... C'est vrai que ça paraît lourd, à l'hôpital ça nous paraît très lourd d'avoir à faire un entretien individuel tous les ans, mais c'est au cours de ces entretiens que certaines choses peuvent se dire, certains points faibles se repèrent et qu'on peut apporter des réponses qui sont un début de changement des lignes et un début de prévention de ce qui ne devrait plus arriver. Marie-Françoise, on parle d'abuseurs, on parle de criminels, et on peut parler de criminels au moins dans certains cas. Qu'est-ce qui conduit ainsi à s'attaquer à des enfants prépubères ? Parce que je distingue, donc je dirais, non pas que je fais reconnaître, mais la relation avec quelqu'un qui est adolescent ou proche de la vie adulte, et puis cette relation qui n'a rien de sexuel, il faut bien le reconnaître, avec un prépubère. Qu'est-ce qui conduit à ça ? Alors, je trouve que le terme d'abuseur, il caractérise bien les auteurs de ces faits. Ce terme générique, parce que dans abuseur, il y a abus, et ce qui fonde un petit peu toutes ces infractions, que ce soit des agressions sexuelles ou des viols, c'est l'abus. L'abus de pouvoir, l'abus d'autorité, on retrouve ça dans tous les cas, l'emprise de l'auteur sur la victime. Alors, sur la terminologie, on pourrait aussi, en effet, parler de criminel, mais selon moi, le terme de criminel, il ne peut s'adresser qu'à une certaine catégorie de faits et d'auteurs. Je crois qu'on ne peut pas dire, comme on pourrait le dire de façon peut-être affective, ce sont tous des criminels. Je crois qu'on ne peut pas dire ça, parce qu'en fait, il y a une très grande disparité dans les faits commis, d'une part. Vous avez de simples agressions sexuelles. Alors, je ne veux pas minimiser les faits, mais je pense qu'il faut toujours prendre en considération de simples attouchements qui vont jusqu'à des viols particulièrement commis dans des conditions particulièrement horribles. Donc, il y a des faits, et la justice doit tenir compte de la gravité de ces faits, du caractère odieux pour certains faits, et d'autres qui sont moins graves, tout en étant graves aussi. Enfin, je crois qu'il faut relativiser tout cela. Il faut prendre un peu de recul sur la disparité de ces faits. Je tenais à insister sur ce point. Et puis, il y a une disparité des profils d'agresseurs. Vous avez des gens pervers, véritablement pervers. Vous avez des gens qui ont des troubles psychiatriques, des gens qui ont des troubles psychologiques, et des gens qui souffrent aussi, des gens qui souffrent d'alcoolisme, qui souffrent de dépression. Tout cela peut favoriser un passage à l'acte. Et puis, mais surtout, c'est la facilité de trouver des victimes. Notamment, c'est très facile. Des enfants, l'innocence des enfants, leur fragilité, l'enfant qui fait systématiquement confiance aux adultes, l'enfant qui croit ce que dit l'adulte, parce qu'il pense que c'est normal que ce que fait l'adulte, et ça on le voit notamment avec des enfants très jeunes. L'adulte qui dit à l'enfant, c'est un secret entre nous, et partager un secret avec un adulte qu'on admire, qui représente la force, le savoir, l'autorité, la protection aussi, partager un secret avec un tel adulte, on est très content finalement pour l'enfant. Donc tout cela participe en fait du choix de ces victimes. Martin, un père de famille se sent trahi quand on entend tout cela, ou comment est-ce qu'il réagit ? Ça nous interroge en effet. Je l'ai dit tout à l'heure, là où on attendait l'amour, le bien, la bonté. En fait, il y a eu des gestes déplacés et d'abord des abus d'autorité. Pour moi, c'est d'abord des abus d'autorité qui sont devenus des abus sexuels.
Voilà. Et la première question qu'on se pose, c'est où était le Christ pour ces abuseurs? Voilà. L'autorité du prêtre pour un enfant, elle est forte. J'ose penser que, ou il me semble en tout cas dans les années 50, 60, 70, cette autorité elle était très forte, d'autant plus que l'autorité parentale était forte et respectée, et que d'aller dire à ses parents que tel prêtre qui a une aura sur le diocèse, et puis de l'abuser, il y avait probablement pas d'espace d'expression pour cela, et que des familles n'auraient pas suivi l'enfant, voilà, avec une honte particulière. Si le professeur punissait, on punissait doublement à la maison. Oui. Alors, je ne dis pas qu'on abusait doublement s'il y avait abus, mais c'est vrai que l'autorité était reconnue comme évidente et donc était couverte a priori. Après, voilà, moi ça me fait réfléchir sur notre responsabilité de parents. Alors je crois qu'on a pris, notre génération peut-être, a pris cela avec pas plus d'importance, mais il y a un espace qui a été ouvert sur notre responsabilité d'éduquer affectivement et sexuellement nos enfants, d'en parler. J'ai l'impression, en tout cas, que des générations précédentes, c'était un sujet plus tabou, qu'on n'en parlait pas entre parents et enfants, et que c'est de notre responsabilité que ce sujet puisse être parlé librement entre parents et enfants, et, comme le disait mon épouse, quand on en a parlé, entre enfants et parents aussi, que chaque enfant soit libre de pouvoir en parler. Il y a assez de propositions, d'associations qui nous permettent d'avoir cette rencontre. C'est d'autant plus difficile pour les pères, voilà, de parler de sexualité avec leur enfant. Voilà, pour avoir par exemple suivi cette journée qui est proposée dans le cas de XY avec mon fils. Voilà, j'aurais probablement eu pas ce cadre-là, j'aurais pas pris ce temps-là pour en parler avec lui. Donc il faut qu'on saisisse ça. Ça me paraît important. C'est ce que Anne tout à l'heure appelait la prévention au sens large, c'est-à-dire toute une part d'éducation qui permet à l'enfant d'advenir différemment dans le rapport à son corps et aux adultes. C'est ça, oui, exactement. Et puis je pense que vraiment ces chiffres effroyables, ce rapport Sauvé va nous aider à parler aussi de toute la dimension transversale des problématiques qui sont agies en hiérarchie, et effectivement la dimension à laquelle nous ouvre la recherche synodale, dont Jean-Marie parlerait certainement beaucoup mieux que moi, parce que il faut reconnaître aussi la place des femmes, la place des laïcs dans les mouvements d'église, pour réfléchir aussi aux côtés des clercs, dont la tâche n'est pas facile, elle est énorme. Ils sont aujourd'hui pointés du doigt, ils ont du mal à sortir en ville sans subir parfois des regards difficiles, etc. Alors qu'un père qui abuse dans sa propre famille, il ne vit pas ça, hein, par exemple. Et cette situation, elle est tout aussi fréquente, on l'a dit et répété au cours de cette émission. Et donc je crois qu'il faut vraiment donner de la place à la prévention, aux femmes, aux laïcs, pour penser les choses, repenser les choses, faire bouger les lignes et faire avancer l'Église qui finalement a pris le pas, est partie la première avec ce rapport de la SIAZ. Hein. Et aujourd'hui, il y a une autre enquête qui débute, et je crois qu'il faut que nous mettions en chemin. Tout à l'heure, Martin, tu parlais de génération XY en 2 mots. Parce que c'est du c'était pas génération en l'occurrence, mais voilà, c'est cyclo-show et XY sont des temps offerts entre soit père-fils ou mère-fille, voilà, pour parler de la sexualité, de l'appareil génital, du fonctionnement de la sexualité, et puis de comment il se transforme aussi au moment de l'adolescence, et ce que ça implique, et qu'il y a des choses qui sont normales, et d'autres qui ne le sont pas. Monseigneur, on arrive vers la fin de notre émission. L'Église de Touraine, comme l'Église universelle, est entrée en synode, c'est-à-dire qu'on souhaite le maximum d'échanges, de partage dans le peuple de Dieu. Et dans notre petit dépliant sur le synode, il y a une question spécifique sur la manière dont nous réagissons à la SIAZ. Comment vous sentez, ou comment vous pressentez comme évêque, qu'il y aura un impact sur la vie de l'Église de ces questions-là, et comment ça va faire bouger les lignes? De toute manière, je pense que le choc du rapport de la SIAZ nécessairement demande une réponse à la hauteur. Et donc je pense que tout le monde se rend bien compte qu'il y a des transformations à opérer, des réflexions de fond à opérer. Moi je pensais, la plus grande partie des abus s'est passée entre les années 50 et 70, on l'a dit 56%. Mais rendez-vous compte, à cette époque-là, dans la plupart des diocèses de France, les prêtres étaient tous formés ensemble depuis l'âge de 10 ans.
Ils étaient devenus copains de séminaire, de petits séminaires à 10 ans. Ils avaient grandi jusqu'à 25 ans, 15 ans ensemble. Comment voulez-vous après, quand l'un est vicaire général et l'autre est prêtre, et qu'il y a une affaire sur lui, comment voulez-vous qu'il soit capable d'avoir suffisamment de recul pour faire avancer un dossier de ce type? Vous voyez bien, je ne veux pas ostraciser, mais il y avait quelque chose qui, dans la manière même de fonctionner, rendait quasiment les choses impossibles. Et donc, vous l'avez dit à l'instant, il y aura certainement une réflexion à avoir, par exemple, sur la question de la séparation des pouvoirs, sur la manière de les articuler, sur des lieux de parole libre. Il y aura certainement une manière de réfléchir, parce que c'est aussi pesant. Vous savez, aujourd'hui, être évêque, parce que les gens disent souvent on est en colère avec ce qui se passe, je peux dire moi aussi comme évêque je suis en colère. Quand on est monté dans le train et qu'on est montré qu'on a donné sa vie pour servir et qu'on découvre peu à peu que dans certains wagons il se sont passés des choses, on a plutôt envie de descendre du train, ou en tout cas on est prêt à y rester, mais en se disant il faut absolument qu'on fasse quelque chose pour que le train avance de manière normale et qui permette à chacun d'y trouver sa place. Et donc je pense effectivement que ce qui est lancé ici avec le synode, ce que nous dit le pape François depuis un certain temps aussi, tout cela va nous inviter à réfléchir. Moi, je ne vais pas anticiper, je ne vais pas faire du cléricalisme, c'est-à-dire donner les réponses avant même qu'on se soit posé les questions, mais il faut que nous prenions vraiment le temps pour y réfléchir, pas trop longtemps non plus, parce qu'il y a une mutation de la société, il ne s'agirait pas de rater le train de l'histoire aussi, par rapport à des besoins réels aujourd'hui dans la société. Merci, je pense que notre émission touche presque à sa fin. Je ne sais pas si l'un ou l'autre autour de la table a envie de rajouter. Non. Donc merci, chers auditeurs, de votre écoute. Si vous souhaitez réagir, bien sûr, n'hésitez pas à écrire à votre radio et nous nous ferons parvenir vos réactions. N'hésitez pas non plus, je le disais, à participer à l'une des réunions d'équipe dans le cadre du synode pour, à l'écoute de l'esprit, réagir. Alors bien sûr, réagir sur cette question dont nous venons de parler pendant une heure, mais réagir plus largement sur votre manière de vivre en Église. Le tout, c'est pas de réinventer une Église. Jésus l'a fondée et puis elle est appelée à se réformer jusqu'à la fin des temps, mais de se dire comment nous avons à améliorer, entre autres, l'écoute de nos différences, entre autres, notre manière de ne pas ostraciser les uns et les autres. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas une grande culture du dialogue dans l'Église, et dans la société d'ailleurs. On a une culture du débat, c'est-à-dire qu'on a une position, on s'affronte à l'autre, on est prêt soit à se tourner le dos, soit à se taper dessus, mais on a du mal à dire que la position de l'autre, dans l'écoute de l'Esprit Saint, la position de l'autre a quelque chose à m'apporter. Donc merci à vous, nous nous retrouverons dans un mois pour le prochain rond de serviette qui portera sur une question d'église, ce sera le vendredi 26 novembre. Merci.